Le 10 décembre 1968, en banlieue de Tokyo, un homme déguisé en policier à moto a intercepté une voiture de la Japan Trust Bank qui transportait 300 millions de yens. En usant d'un stratagème des plus simples, il est parvenu à faire croire aux 4 occupants qu'une bombe avait été placée sous leur voiture. Après le placement de fumigène sous la voiture pour créer l'illusion, cet homme s'est introduit calmement derrière le volant pour repartir avec l'argent. Voici l'histoire de l'un des cambriolages les plus célèbres au Japon, le casse de 300 millions de yens. En 1968, la ville de Fuchu était une banlieue à environ 25 km du centre-ville de Tokyo. L'endroit était en pleine croissance, avec un développement rapide du Japon qui connaissait une renaissance depuis la Deuxième Guerre mondiale. La population de Fuchu se chiffrait à près de 200 000 habitants. Ce chiffre augmentait année après année dans le contexte du boom économique japonais et de la forte natalité. La ville était reliée par train au grand centre. Il ne fallait que 40 minutes en train pour se rendre au centre-ville de Tokyo, ce qui faisait de Fuchu une ville satellite idéale pour de nombreux travailleurs qui venaient s'y installer avec leurs familles. Fuchu était une ville industrielle avec un mélange de bâtiments modernes et de quartiers semi-ruraux. On retrouvait d'importantes infrastructures publiques comme la prison de Fuchu, un vaste complexe fortifié entouré de hauts murs gris en béton. Cette prison inaugurée en 1935 ne présentait aucune ouverture donnant sur la rue, ce qui donnait un aspect des plus lugubres à la rue. Cette prison est toujours en fonction aujourd'hui. On retrouvait également à Fuchu des bureaux administratifs, des écoles et quelques industries légères. En résumé, Fuchu était un endroit où la vie était des plus agréables, avec de belles perspectives d'avenir. Nul ne pouvait se douter que l'un des vols les plus audacieux de l'histoire du pays allait se produire à cet endroit paisible. Une expansion économique fulgurante et des inégalités sociales persistantes au Japon durant les années 1960 sont un contexte parfait pour expliquer un vol de 300 millions de yens, une somme qui représentait à l'époque environ 800 000 $ américains, ce qui équivaut aujourd'hui à environ 8 millions. À chaque mois de décembre, par tradition, les entreprises japonaises versaient leurs prémanuels à leurs employés. Toute la société est imprégnée d'un grand respect à la hiérarchie et aux autorités policières. C'est justement ce point qui sera exploité et qui rendra cet audacieux vol possible. La manipulation de la confiance, de l'apparence et de l'autorité est un gage de succès pour qui saura s'en servir. Durant les premiers jours de décembre 1968, des lettres anonymes sont envoyées à la compagnie Toshiba. Ces lettres sont menaçantes. On affirme qu'une bombe sera placée sous un des véhicules de service de la compagnie. Pour éviter un drame, on demande une rançon. Toshiba ne prend pas au sérieux ces menaces et décide de les ignorer. Les autorités policières sont tout de même mises au courant de ces menaces. En réalité, ces lettres sont directement liées au vol qui va se produire dans les jours suivants. Le but des voleurs est d'ébranler la psychologie des employés qui seront en alerte s'ils entendent le mot « bombe ». Le 10 décembre 1968, la compagnie Toshiba a fait préparer une mallette contenant près de 300 millions de yens pour les primes de fin d'année pour ses employés. Cette importante somme est transportée par des employés de la Japan Trust Bank. Une voiture Toyota Crown est utilisée pour le transport.
Ces véhicules servent souvent pour le transport sécurisé. La distance entre la succursale de la Japan Trust Bank, où l'argent a été pris en charge, et l'usine de Toshiba à Fuchu était d'environ 15 à 20 kilomètres. La banque se situait dans une zone plus centrale ou urbaine de Tokyo. L'usine Toshiba était installée à Fuchu, en banlieue ouest de Tokyo. Le trajet se faisait par des routes urbaines et suburbaines, assez directes, généralement en une trentaine de minutes en voiture. Lors de cet important transport, l'escorte était minimale. Le parcours était toujours le même à chaque année. Il est évident que ce manque de prudence a fragilisé le transport. Le système est prévisible et mal protégé. Il reposait sur la confiance dans l'uniforme et la parole des agents de sécurité. À 8h30, c'est le début d'une journée de travail. À la Japan Trust Bank, on prépare l'argent qui est destiné aux employés de l'usine Toshiba qui se trouve à Fuchu. Les 4 personnes qui prennent place à l'intérieur de la Toyota Crown travaillent tous les 4 pour la banque. Ces transports d'argent sont fréquents, à un point tel que les mesures de sécurité sont à peu près inexistantes. La voiture quitte Tokyo et roule en direction de Fuchu, une ville résidentielle et administrative située à l'ouest de la capitale. La température est typique d'un mois de décembre. L'air est frais. Les rues sont relativement calmes et la circulation est modérée. Tout se passe très bien. À 9h15, alors que la voiture est presque rendue à destination, près des murs de la prison de Fuchu, la voiture est soudainement interceptée par un policier à moto. Cet homme est impeccable. Son uniforme et son apparence font illusion. Il joue son rôle à la perfection. Il est jeune, dynamique et autoritaire. Il montre aux employés de la banque son insigne et affirme qu'il y a eu une alerte à la bombe les concernant. Le faux policier demande aux employés de descendre de la Toyota Crown. Il doit de toute urgence vérifier et sécuriser le véhicule. Il se glisse sous la voiture pour soi-disant vérifier la présence d'une bombe. Mais en réalité, il déclenche un fumigène, laissant croire à une explosion prochaine. Cet homme joue son rôle à la perfection. Les 4 employés ont peur et s'éloignent de la voiture. Ils sont certains que l'explosion va survenir. La suite des événements va être à la fois des plus simples et stupéfiantes. Profitant de la confusion et de la fumée tout autour de la voiture, notre faux policier monte calmement à bord de la Toyota et s'éloigne doucement dans les rues de Fuchu. Il roule à une vitesse normale pour ne pas attirer l'attention et disparaît avec tout l'argent. Un homme seul vient de voler près de 300 millions de yens. Il n'a usé d'aucune violence. Il a tout simplement mis au point un plan ingénieux. Il a créé la tension avec des lettres de menace pour fragiliser les employés qui transportaient cet argent. Il a choisi un endroit parfait pour son scénario, la rue près de la prison, qui est quelque peu à l'abri des regards. Les 4 employés de la Japan Trust Bank ne réalisent pas immédiatement qu'ils ont été trompés. Ils croient toujours au début à cette histoire et au courage de ce policier qui vient de leur sauver la vie. Mais bientôt, ils se rendent compte de ce faux stratagème. Ils n'ont aucun moyen pour se mettre à la poursuite de ce voleur. Ils n'ont d'autre choix que d'avertir les policiers et leur employeur. Un homme s'est enfui tout doucement avec l'argent qu'ils étaient censés protéger.
L'enquête sur le vol des 300 millions de yens au Japon est l'une des plus imposantes de l'histoire du pays. Des moyens énormes ont été mis à la disposition des enquêteurs. Les autorités policières n'ont reculé devant rien. Plus de 170 détectives ont été affectés à cette affaire dès la première journée. Les autorités ont conscience de l'importance et des conséquences d'un tel vol. Toshiba est une entreprise importante et les policiers ont l'obligation de rendre des comptes aux personnes concernées. Quelques minutes après le vol, les 4 employés de la Japan Trust Bank ont alerté la police. Le message était clair. Un homme déguisé en policier a volé leur voiture contenant près de 300 millions de yens. Des barrages routiers sont mis en place dans le tout Tokyo et sa banlieue. Des hélicoptères sont déployés pour survoler la région. Un quartier général spécial est créé pour coordonner les recherches. On retrouve la Toyota Crown quelques heures plus tard. Elle a été abandonnée près d'un collège de garçons à seulement 3 kilomètres du lieu du vol. Les enquêteurs constatent que notre voleur a tout prévu dans les moindres détails. Toute trace a été effacée. On retrouve à l'intérieur une lampe, un fumigène, des menottes et une matraque. Tous les objets retrouvés ne portent aucune empreinte. Les policiers sont aux prises avec un génie du crime. Un homme sans peur avec des nerfs d'acier. Un homme qui a réfléchi à son plan, qu'il a mis parfaitement à exécution. Le voleur avait effacé toutes ses empreintes digitales à l'intérieur comme à l'extérieur du véhicule. Même les surfaces les moins accessibles, comme le levier de vitesse, les poignées intérieures et le tableau de bord, ne présentaient aucune trace exploitable. Les experts de l'époque, bien moins avancés qu'aujourd'hui, n'ont pu identifier aucune trace biologique et fibreuse. Aucun de ces objets n'a permis de remonter à un acheteur ou à un lieu d'origine. Tous étaient d'usage courant ou achetables anonymement. Le voleur a conduit la voiture jusqu'à un secteur résidentiel tranquille à Fuchu. Cette zone n'avait aucune caméra à l'époque. Après l'abandon du véhicule vers 10 heures le matin, le voleur est reparti discrètement à moto, puis il est disparu. La moto, elle aussi, ne sera jamais retrouvée. Il est impossible de savoir s'il a été rejoint par d'éventuels complices qui l'auraient aidé. Tout avait été anticipé, neutralisé, prévu pour effacer les pistes. Même l'endroit de l'abandon semblait choisi pour ralentir les recherches. Ni trop près, ni trop loin du lieu du vol. La voiture est devenue une coquille vide, un outil jetable sans valeur d'enquête. L'affaire semblait insoluble face à un vol qui a été pensé dans les moindres détails. L'enquête est imposante. Il faut absolument donner des réponses aux institutions et rétablir la confiance. La police enquête sur plus de 110 000 suspects au total. Plus de 170 000 policiers participent à l'enquête à travers tout le pays. 780 000 heures ont été consacrées à l'affaire. Des milliers d'objets analysés et 120 000 empreintes digitales ont été comparées. Toutes ces recherches n'ont mené à rien. Le voleur de ce que l'on appelait désormais le casse des 300 millions de yens demeurait insaisissable, tel un fantôme. Durant les premiers mois de 1969, les policiers ont concentré leur attention sur un jeune homme de 19 ans. Son nom n'a jamais été révélé publiquement car il était mineur. La majorité à l'époque au Japon était de 20 ans. Son profil intéressait les enquêteurs. Il était sans emploi stable, vivait en solitaire dans la région de Tokyo.
Il était le fils d'un ancien officier de police décédé. Il avait donc de bonnes connaissances du travail policier, du langage employé et du comportement d'un policier lorsqu'il interpelle des personnes. Plusieurs éléments ont attiré l'attention de la police. D'après le témoignage de voisins, il avait un comportement suspect après le vol. Il aurait fait des dépenses inhabituelles, changé son apparence et évité même certaines connaissances. Il connaissait parfaitement la région de Fuchu et les modèles Toyota Crown. Il avait été impliqué dans des actes mineurs d'escroquerie ou de vol, ce qui l'a inscrit sur les listes de vérification. Sa taille, sa corpulence et son âge semblaient très bien correspondre à la description du faux policier fourni par les témoins. Malgré un casier judiciaire peu garni, ce jeune homme se retrouvait sous les projecteurs des enquêteurs, qui ne lâchaient rien le concernant. Plusieurs mois après le vol, cette enquête a cependant tourné au drame lorsque ce jeune homme a décidé d'en finir avec ses jours. Avant d'être arrêté ou de subir le moindre interrogatoire, il est retrouvé dans un garage, décédé au moyen de monoxyde de carbone. Aucune lettre n'a été laissée sur les lieux, ni aucun aveu. Aucune preuve matérielle reliant ce jeune homme au vol n'a été découverte dans ses affaires. La police a été dans l'obligation de reconnaître qu'il n'existait aucune preuve directe de son implication et qu'il était dans l'incapacité de confirmer s'il s'agissait du coupable ou non. Le cas de ce jeune va demeurer un mystère. Son suicide était-il un aveu indirect ou a-t-il tout simplement mis fin à ses jours dû à la forte pression sociale qui sévit au Japon? Il ne faut pas oublier que le Japon a l'un des taux de suicide les plus élevés parmi les pays développés. Même si des policiers pensent qu'il était probablement le voleur, il est fort probable que ce jeune homme inconnu n'a rien eu à voir avec ce vol. Après ce suicide, l'enquête sur cet important vol s'est poursuivie sans relâche. Les enquêteurs relancent les vérifications sur des cambrioleurs connus, les personnes ayant un lien avec la police ou l'armée, les vendeurs d'uniformes, les anciens employés de Toshiba et les ex-détenus de la prison de Fuchu. Plus de 100 pistes actives ont été suivies simultanément. La police a fait appel à des psychologues criminels pour dresser un portrait du voleur. Ce portrait nous décrivait un homme jeune, entre 20 à 30 ans, un homme discret, intelligent et calme, un homme ayant des connaissances des procédures policières, capable de simuler une scène et capable d'agir seul. Malheureusement, ce profil trop large ne permettait pas de guider les enquêteurs vers des pistes qui auraient pu permettre des arrestations. En désespoir de cause, les autorités ont procédé à des arrestations qui n'ont mené à rien de concluant. Jusqu'à 1973, plusieurs hommes sont arrêtés temporairement, dont un ancien policier retrouvé avec de faux papiers, mais relâché rapidement, faute de preuves. Un vendeur de fumigène a été arrêté et interrogé, mais rien ne le reliait de quelque façon que ce soit à ce vol. Un chauffeur de moto repéré près de la scène a fourni un alibi solide qui l'a complètement écarté de l'affaire. La police a visité toutes les boutiques ayant vendu des uniformes de police les 6 derniers mois. Des centaines d'acheteurs sont interrogés. On découvre qu'il est possible d'acheter un uniforme d'occasion via des réseaux parallèles. Malgré ce travail de fourmi, aucun vendeur ne se souvient d'un acheteur suspect. La piste de l'imprimé a suscité quelques espoirs au début de l'enquête. Un papier abandonné dans la voiture contenait une note manuscrite, difficile à déchiffrer.
Diverses analyses en laboratoire n'ont révélé rien de concluant. Aucune correspondance n'est ressortie. On croit à un code ou à un message personnel, quoiqu'aucune correspondance n'a été retrouvée dans les fichiers d'écriture. Le 10 décembre 1975, l'enquête se termine par un échec retentissant. C'est la fin de la prescription légale. La loi impose la prescription du délit de vol. Même si un suspect était retrouvé à ce moment-là, il ne pouvait plus être poursuivi. La police clôt officiellement le dossier. Le voleur de la case de 300 millions de yens a échappé à une enquête gigantesque et s'est moqué des forces policières avec un plan ingénieux, fignolé dans les moindres détails. Il aura réussi ce vol sans violence, en s'assoyant tout simplement au volant d'une voiture et en s'éloignant tout doucement. Le casse des 300 millions de yens a capté l'imaginaire collectif de la population japonaise. Ce vol a fasciné le pays tout entier. En 1969, ce vol faisait presque partie de la légende. La population entière connaissait l'affaire et chacun avait sa petite théorie pour dénouer cette histoire. Dans les premiers mois, l'affaire fait la une de tous les journaux nationaux. L'histoire est intrigante. On parle d'un vol spectaculaire, sans violence, avec un faux policier et 300 millions de yens envolés. La population est choquée par la facilité du crime et la ruse du voleur. Comment peut-on voler autant d'argent en plein jour, sans armes, et s'échapper? On surnomme maintenant notre mystérieux personnage le fantôme de Fuchu. Dans les discussions publiques, il est vu à la fois comme un criminel astucieux et comme une figure presque mythique. Au fil du temps, les gens se questionnent sur les compétences de la police, incapables de trouver le moindre indice. On se demande pourquoi avec tant de policiers, tant de suspects interrogés, pourquoi il n'y a toujours pas de suspects arrêtés. Le suicide du principal suspect ne tourne pas à l'avantage des autorités policières. On se demande s'il était coupable ou innocent. La police a-t-elle mis trop de pression sur cet homme? Ont-ils commis une bavure qui a été tenue secrète? Des théories du complot font surface et commencent à circuler allègrement. Le voleur aurait fui à l'étranger. C'était un ancien policier protégé. Il aurait été aidé par des complices haut placés. Toutes ces théories alimentent une forme de défiance légère, mais réelle envers la police. Même une hypothèse plus ou moins crédible provient des enquêteurs eux-mêmes. Selon certains enquêteurs, le voleur a planifié son vol en 2 étapes. Il a probablement volé ou acheté discrètement une Toyota Crown du même modèle que celle utilisée par les entreprises japonaises. Il aurait retiré toute pièce identifiable, soit l'immatriculation réelle, les documents et les plaques originales. Il aurait par la suite nettoyé et préparé l'intérieur avec des matériaux absorbants, stocké dans la voiture des outils de police pour se faire passer pour un agent. Cette deuxième voiture serait un leurre, destiné à faire perdre du temps aux policiers. Notre voleur se serait enfui discrètement avec la voiture originale, sans être inquiété. Les enquêteurs ont conclu que le véhicule était à la fois un outil de transport et une fausse piste volontaire. Cette hypothèse est peu plausible, car la logistique est beaucoup trop lourde et risquée. La voiture volée a été formellement identifiée comme étant celle de la banque,
par les employés eux-mêmes. Aucun échange de véhicules n'a été observé ou détecté. Lorsque la prescription a été atteinte sans résultat, l'opinion publique était globalement déçue et frustrée. L'État a échoué. L'affaire est devenue un exemple emblématique d'enquête ratée. On se demandait si une réforme de la police judiciaire ne serait pas nécessaire. On questionnait l'utilité du délai de prescription. On critiquait les méthodes d'enquête, jugées anciennes, et le peu de flexibilité des enquêteurs. Le casse des 300 millions de yens est devenu un sujet d'étude et un mystère national. Des livres, des films, pièces de théâtre ont repris l'affaire qui est devenue une légende urbaine. Avec les décennies qui ont passé, l'opinion de la population a varié concernant notre mystérieux voleur. Certains le voient comme un criminel brillant et audacieux qui a battu un système rigide. D'autres y voient un signe d'échec institutionnel et une honte nationale silencieuse. Pour une partie de la jeunesse des années 70 et 80, il devient presque un anti-héros romantique, anonyme et insaisissable. L'opinion publique reste divisée. Le voleur est un criminel rusé ou un Robin des Bois moderne, selon certains. Les raisons pour expliquer l'échec de cette vaste enquête sont nombreuses. Même si les autorités policières ont consacré un temps record et une main-d'œuvre astronomique pour résoudre cette énigme, il faut se rendre à une évidence. Ils ne sont jamais passés près de mettre la main au collet de l'auteur de cet audacieux vol. Aucune preuve solide n'a été trouvée et l'argent n'a jamais été récupéré. Il faut tout de même avouer que notre mystérieux voleur a planifié son crime de façon parfaite en ne laissant aucune trace. Il n'a utilisé aucune arme, usé d'aucune violence envers ses 4 victimes. Notre voleur a agi avec intelligence. Il a utilisé un déguisement tout à fait crédible. Son uniforme de policier, avec une lampe, une sirène et un badge, a complètement mystifié ses victimes. Sa manipulation psychologique avant son méfait a créé un sentiment d'insécurité parmi les employés qui transportaient l'argent. Devant une situation parfaitement scénarisée, ils ont paniqué et sont sortis de la voiture en toute hâte, sans demander leur reste. Quoi qu'on en dise, ce crime était l'œuvre d'une personne intelligente qui a travaillé proprement et rapidement. Il n'a laissé aucune empreinte digitale. Il a commis son vol dans un endroit stratégique, près de la prison, un endroit où il n'y avait aucun témoin. En résumé, il avait tout prévu dans le moindre détail. Si on regarde du côté du travail policier, il est facile de relever des faiblesses lors de leur enquête. De l'avis des experts, l'enquête était beaucoup trop vaste, mal ciblée et dispersée à l'extrême. 110 000 suspects ont été interrogés. Tout cela a dilué les ressources humaines au lieu de concentrer l'enquête sur des points précis. La méthode par quadrillage s'est révélée inefficace. On a vérifié par métier, par région, par type de véhicule, avec le résultat que l'on s'est retrouvé avec des milliers de pistes inexploitables. Trop de faux indices ont été analysés et le département de police se communiquait mal les informations et certaines pistes ont été perdues ou doublonnées. Le profilage établi pour retracer le voleur s'est révélé complètement inefficace. La police cherchait un délinquant classique,
jeune, marginal ou récidiviste. Au contraire, le voleur semblait plutôt un intellectuel, quelqu'un qui observait et qui connaissait bien les routines bancaires et policières. Mis à part leur seul suspect qui s'est suicidé, ils ne se sont jamais concentrés sur un ancien policier, un fils de policier ou un militaire. Il semble que le profilage des experts a été établi pour correspondre aux demandes des enquêteurs et non pas de façon rationnelle, en concordance avec les témoignages et la façon dont le vol avait été commis. L'enquête n'a pas été assez flexible pour adapter son profilage à la complexité du crime. Pourtant, le plan du voleur montrait une précision quasi militaire et une connaissance poussée du comportement humain, notamment la réaction des employés à une fausse alerte à la bombe. L'hypothèse d'un intellectuel ou étudiant en criminologie a été sous-exploitée. L'enquête a impliqué plusieurs départements de police de Tokyo, Fuchu et la police nationale. Cela a généré des doublons, des pertes d'informations et des délais de transmission. Les archives montrent que des rapports n'ont pas été partagés correctement au moment clé. La police japonaise a subi une pression énorme de l'État et des médias pour trouver un coupable. Cela menait à des accusations précipitées, comme celle du jeune homme de 19 ans qui s'est suicidé. Cette affaire est restée comme un exemple de bouc émissaire possible et a ébranlé la confiance du public dans la justice. Le fameux délai de prescription de 7 ans au Japon a joué contre les enquêteurs. La pression exercée sur eux à mesure que le temps passait ne les a certainement pas aidés. De fausses pistes ont sûrement été enquêtées sous la pression. Cette affaire s'est éteinte en décembre 1975. Même si le coupable était identifié la semaine suivant la prescription, il était impossible de l'accuser. Une fois cette affaire classée, des témoins potentiels ont été découragés, ne voulant pas s'exposer inutilement dans une affaire terminée. Il est important de préciser qu'en 1988, la prescription pour les délits de falsification, faux en écriture et autres délits a pris fin. L'affaire du vol des 300 millions de yens est toujours bien vivante dans la mémoire collective japonaise, malgré l'absence de résolution judiciaire. Aujourd'hui, c'est moins une enquête criminelle qu'un mythe national, nourri par la culture populaire, les médias et les leçons policières. L'affaire est toujours étudiée dans les écoles de police au Japon, comme exemple du crime parfait, l'échec stratégique massif d'une enquête, la manipulation psychologique des victimes par le criminel. Elle est utilisée pour former les recrues aux limites de la procédure classique et à l'importance de l'analyse comportementale. Le vol a inspiré de nombreux livres et des romans policiers qui ont repris l'affaire sous différents angles. Plusieurs films japonais et téléfilms se sont inspirés de l'affaire. Le plus connu reste 300 millions de yens Affair, avec diverses versions depuis les années 1970. L'affaire est encore souvent racontée, analysée ou débattue en ligne, notamment par des passionnés de faits divers et de criminologie japonaise. Tous les 10 ans ou lors d'un anniversaire symbolique, des articles commémoratifs paraissent dans la presse japonaise. Certains journalistes ou policiers à la retraite y livrent des témoignages inédits, des regrets ou des réflexions sur ce qui aurait pu être fait autrement.
Le casse des 300 millions de yens n'a jamais été oublié au Japon. L'affaire a laissé une empreinte culturelle forte au point d'être devenue un mythe ancré dans la société japonaise, une légende urbaine moderne racontée encore aujourd'hui. On parle d'un crime sans armes, sans violence, mais incroyablement efficace. On parle de certaines failles sociales japonaises, le respect aveugle de l'uniforme, la rigidité bureaucratique et la culpabilité silencieuse des institutions. Des sites et forums japonais continuent d'élaborer des hypothèses, reconstituer le plan du vol et croiser des indices, même après plus de 50 ans après les faits. Le 10 décembre 1968, en banlieue de Tokyo, un homme déguisé en policier à moto a intercepté une voiture de la Japan Trust Bank qui transportait 300 millions de yens. En usant d'un stratagème des plus simples, il est parvenu à faire croire aux 4 occupants qu'une bombe avait été placée sous leur voiture. Après le placement de fumigène sous la voiture pour créer l'illusion, cet homme s'est introduit calmement derrière le volant pour repartir avec l'argent. Ce vol a marqué les esprits de façon durable au Japon. Une vaste enquête n'est jamais parvenue à identifier l'auteur de ce coup d'éclat. Le casse des 300 millions de yens est devenu une histoire de légende qui ne sera jamais oubliée.